merci à vous d'être là, malgré les mouvements sociaux de toutes sortes. Ceci dit, c'est vrai que c'est un sujet qui est important, et ce sont des voisins avec lesquels il faut désormais compter. Alors, quand l'ARB m'a proposé d'intervenir ici avec vous et avec eux, Marjorie m'a demandé d'expliquer un peu comment j'en étais arrivé là, comment finalement j'étais devenu un petit peu malgré moi un ambassadeur de ces bêtes de ville. Euh, a priori, un architecte, ça bâtit plutôt pour les hommes. Et pour y arriver, on coupe les forêts, on assèche les marais, on ratiboise les collines. J'ai toujours refusé de prendre cette voie-là. Et protéger le vivant, c'est devenu vraiment une priorité. Ce vivant, il est partout. Bon, il n'a peut-être pas toujours cette taille-là, mais il est partout. Et donc on va, si ça veut bien, voilà. Je vais vous expliquer comment tout a commencé. Ça a commencé enfant, ça a commencé par de l'émerveillement. Je pense que ça c'est important et c'est aussi un rôle aujourd'hui dans cette transmission qui est importante. Ça a commencé enfant parce que voilà, je passais mes étés dans les alpages suisses, couché dans l'herbe, avec le nez dans les fleurs, à regarder les bourdons et puis les orchidées et puis la manière dont ils dansaient ensemble. Je n'ai pas eu de chance ou de malchance d'avoir un frère ou une sœur, donc finalement, ça a été mes chiens, et puis ma tortue, et puis tout un tas d'animaux variés et infinis, avec qui j'ai partagé des longs moments d'ennui et donc d'observation. Et par exemple, le pinson. Le pinson qui adore croquer les graines des quarts d'air. Et ça m'intriguait beaucoup. Plus je grandissais, plus j'avais envie de savoir. Et ça m'intriguait beaucoup de savoir voilà, pourquoi le bec du pinson il a cette forme-là, parce qu'il va croquer des graines particulières, donc il a besoin d'avoir un bec pour casser ses graines. Sur le quart d'air, vous voyez qu'il y a des espèces de griffes, un système qui peut s'accrocher aussi aux poils d'autres animaux pour être transporté. Voilà. Et ce quart d'air, en fait, c'est très beau parce que les feuilles vont s'accrocher sur la tige d'une certaine façon et vont recueillir l'eau de pluie et ça va devenir ce qu'on appelle le bain de Vénus, et les oiseaux peuvent se baigner dedans. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça qui, quand on commence à prendre le temps et à regarder, deviennent fascinants. Les fleurs de lotus que vous avez en bas, en fait ce sont des bateaux, ces trucs-là, des bateaux complètement dingues, parce que bon, ça sèche à un moment donné, ça a été fécondé, ça sèche. Ça, c'est un faux fruit. Et dans les petits trous, il y a des vrais fruits qui sont des petites boules dans lesquelles il y a la promesse d'autres lotus. Et en réalité, quand ça sèche, la base ici va commencer à pourrir, et donc ça va devenir fragile. Le poids de ce truc-là et l'architecture de ce machin-là fait que ça claque à un moment donné, et donc la pyramide se retourne naturellement, et comme le lotus pousse sur l'eau, enfin dans l'eau, enfin en tout cas dans les zones mouillées, on va dire, le bateau tombe à l'envers, il flotte, il est emporté par le courant, et il faut un certain temps pour que les trous s'écartent, que le vrai fruit tombe, et que lui aussi fasse son voyage. Et donc ça veut dire que ça permet au lotus d'avoir une dissémination plus importante. Et puis la vipère, évidemment, parce que quand j'avais 12 ans et que j'avais le nez dans les hautes herbes, il y avait une légende urbaine dans les montagnes qui nous disait que, on m'a raconté ça, c'est une vraie bêtise, mais en réalité ça m'a poussé à devenir extrêmement curieux. On m'a dit fais attention quand même parce que tu pourrais croiser des vipères dans les hautes herbes, parce qu'à cette époque-là, on avait imaginé dans les années 80 que des échos terroristes, on dirait aujourd'hui, des écologues acharnés, auraient balancé d'hélicoptères ou d'avions des vipères pour repeupler la montagne. Ça m'a fait évidemment extrêmement peur. Et à cet âge-là, c'est une vraie bêtise, mais à cet âge-là, du coup, j'ai cherché à savoir quelle était la différence entre la couleuvre qui ne me voulait pas de mal et la vipère qui peut-être m'en voulait. Voilà. Et en fait, en étudiant cette vipère, on se rend compte de trucs complètement fascinants. Comment ça se fait que ces serpents, quand ils ferment la bouche, ils s'empalent pas sur leurs dents? Comment ça se fait qu'elles se replient? Comment ça se fait que ils ont un os le même que nous, mais chez nous, c'est l'os carré, c'est soudé. Ça nous permet d'ouvrir la mâchoire, même quand on a une grande gueule, légèrement, par rapport aux serpents qui, eux, vont pouvoir avaler des proies beaucoup plus grosses. Ça permet de comprendre qu'ils n'ont pas de sternum alors qu'on en a un, et que s'ils en avaient un, ils n'arriveraient pas à ramper, mais ils n'arriveraient pas non plus à avaler des trucs plus grands. Donc toutes ces choses-là m'ont fasciné, et ça me fascinait, et je dessinais. J'ai toujours dessiné, et à 12 ans, à 9 ans, à 4 ans, chaque fois avec un style différent. Et quand on dessine, on est obligé de regarder.
Et quand on regarde, on est obligé de passer du temps. Et quand on passe du temps, on comprend pas mal de choses, en tout cas on s'interroge. Et c'est cette adaptation au milieu, cette adaptation du bec, du pinson, à la graine, au vent, à l'eau, à la manière d'avancer, qui me fascinait. Et puis leur nid, génial. Super frugal, frugalité intense. On trouve les matériaux sur place et on construit des architectures incroyables pour protéger, pour se fondre dans le paysage, inventer des nouvelles formes, des nouvelles techniques, des nouvelles matières, co-construire avec d'autres artisans, d'autres animaux, d'autres plantes parfois, et quelquefois construire des nids et savoir que eh bien, la saison suivante, ce sont d'autres animaux qui vont venir l'habiter et qui vont l'entretenir et qui vont le développer. Et qui, voilà, il n'y a pas d'ego. Il y a une simple recherche de refuge. Alors, comme en fait, ni le pinson, a priori, ni la vipère, ni le marsupilami n'avaient vraiment besoin de moi, je suis devenu architecte. Je voulais construire des refuges pour les humains. Des refuges parfaitement intégrés dans leur territoire, des refuges qui pouvaient essayer de... On est dans les années 90. Qui pouvaient essayer de dialoguer avec l'existant, avec le déjà là. Et comme tous les étudiants en archi, j'ai eu la chance de faire des petits et des grands voyages. Ça dépendait des moyens et des opportunités, et des invitations surtout. Et il y a un voyage qui m'a particulièrement marqué, c'est un voyage au Népal. Un petit peu sur les hauteurs de Katmandou, dans un petit village qui s'appelle Nagarkot, qui est un village d'un autre temps, ça c'est des gamins qui viennent de là-bas, un village d'un autre temps, et dans lequel il y avait un temple, et au milieu de ce temple, il y avait des lépreux qui habitaient ce temple, et des tortues. Et ils habitaient en parfaite cohabitation, on va dire, entre lépreux et tortues. Il y avait une espèce de truc qui passait, et j'ai compris que cette tortue était importante non seulement parce qu'elle était là et que donc ils habitaient avec, mais qu'en plus symboliquement elle représentait tout un univers parce qu'elle portait sur le monde, sur son dos le monde, rien que ça. C'est ce qu'on appelle la cosmogonie. Chaque culture va avoir une vision du monde particulière et donc une relation aux animaux, aux plantes, aux rochers, aux machins particuliers. Ils m'ont appris beaucoup les Schtroumpfs là, du Népal. Mais je me suis rendu compte que beaucoup d'habitants de ce village quittaient le village pour rejoindre Katmandou, pour rejoindre la grande ville, pour essayer d'y trouver là-bas une promesse de travail. Et puis si c'était pas Katmandou, c'était Dhaka ou c'était Calcutta. Et puis si c'était pas Calcutta, c'était Chicago où on rêvait d'y aller. Donc je me suis rendu compte que les grandes villes, c'était peut-être là où finalement l'architecte avait un rôle à jouer important, ou en tout cas une question à se poser. Et j'ai commencé à visiter des villes. Ça a pris longtemps, hein, ça a pris une vingtaine d'années, j'en ai visité beaucoup. Ici, c'est Chicago. Et déjà, il y a 15 ans, on avait les traces et les conséquences, on va dire, de l'effet conjugué du changement climatique, du dérèglement climatique et de l'anthropisation des sols, bétonisation et entre autres, pollution, etc. Là, donc, vous avez des formations d'iceberg hein, sur les Grands Lacs en face de Washington. Et j'ai essayé de comprendre comment les villes et comment le génie humain, je vous promets, on revient en bête, se sont emparés de ces questions-là et ont essayé de trouver des réponses, des solutions. Et plus je voyageais, plus je me rendais compte qu'il y avait des trous dans la maille. Il y avait des éléments qui n'étaient pas pensés. Il y avait des prothèses paysagères ultra technologiques qui étaient pensées pour les berges de New York, mais dans les creux de bidonvilles de Caracas, il n'y avait pas grand-chose qui était pensé pour les gens qui y habitaient. Et ça m'a intrigué. Là, donc on a une photo superbe hein, d'Iwan Ban sur Caracas. On voit d'un côté la ville blanche avec les tours, Nanty, et de l'autre côté, on a cette mer, cet océan d'habitats précaires qui sont situés en fait sur des pentes inconstructibles parce qu'à chaque pluie, ça glisse avec le terrain de boue et ça entraîne les habitants et les habitats plus bas. Dans tous ces creux, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai rencontré des ingénieurs, j'ai rencontré des habitants, j'ai rencontré des gamins, j'ai rencontré tout un tas de gens. J'ai rencontré aussi d'autres habitants, et c'est d'eux dont je veux vous parler aujourd'hui, parce que, et c'est pour ça que j'ai écrit sur ces choses-là, c'est parce que plus je cherchais de réponses humaines
à notre situation, plus je rencontrais des voisins surprenants. Alors nous, on a les pigeons, on a les rats, on a les bourdons. À Mumbai, ils ont le léopard. Alors, c'est évidemment un gros chat, avec tout le danger qu'il peut aussi transporter, mais il était là bien avant la ville. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à Mumbai, il y a la plus grande forêt urbaine d'Inde. C'est pas parce qu'on l'a conçue dans la ville, c'est parce qu'elle était là, et la ville s'est agrandie et l'a englobée. Aujourd'hui, il y a des pressions très fortes, le territoire est en train d'être fragmenté avec des autoroutes, des machins, et on pousse, et au milieu, il y a tout un tas d'animaux. Et dans cette forêt sont piégés quarantaine de léopards, qui, du coup, évidemment, cherchent à manger sur les franges de la forêt. Voilà. Il ne mange pas des croquettes, lui. Donc, il faut apprendre à cohabiter avec ce léopard. Et apprendre à cohabiter avec lui, ça passe par des choses que j'ai trouvées extrêmement simples et finalement extrêmement intelligentes, d'associations qui travaillaient sur des franges habitées par des habitats précaires, justement. On parlait tout à l'heure. Alors, le léopard, il ne fait pas de différence. Hein. Il y a des bâtiments qui sont haute sécurité avec du marbre partout et des trucs vitrés, etc. Il va y croquer les chiens de la même façon qu'il va le croquer dans l'habitat précaire qui est juste à côté. Mais dans l'habitat précaire, il y a des assos qui s'occupent des gens qui habitent là-bas. Et donc, il y a une espèce de petite bande dessinée qui est distribuée pour l'expliquer comment cohabiter avec le léopard. Et ça passe par des trucs tout simples, comme d'expliquer qu'il ne faut pas laisser traîner ses poubelles en dehors parce que ça attire le léopard. De la même façon qu'on explique que s'ils vont faire pipi le soir dans les fourrés, il faut plutôt rester debout, agiter les bras, et si vous avez une lumière ou un truc, c'est mieux, et si vous chantez, c'est encore mieux, parce qu'il ne faudrait pas que le léopard vous prenne pour autre chose. On sent bien que la cohabitation, elle n'est pas évidente avec le léopard. Hein. Alors la solution, c'est pas non plus de le déplacer, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont un chat, mais si vous partez en vacances avec votre chat, quand vous le mettez dans le panier, là dans le machin, et puis vous devez lui donner un médoc parce que sinon il devient nerveux. Quand vous arrivez sur place pendant les vacances, les 2 premiers jours, il fait la tronche et il est très agressif. Bon, ça c'est la même chose, sauf que lui peut faire un bond d'ici jusqu'à la porte, à peu près 6 mètres, sans prendre d'élan. Donc c'est pas exactement le même chat. Et donc quand on les transporte, on les prend et on va les amener dans des territoires où on dit comme ça ils seront mieux là-bas. En général, ces territoires-là, ils sont déjà occupés par des léopards. Donc il y a des guerres de territoire qui se mettent en place, ils ne connaissent pas leurs cousins, leurs machins, donc il y a des énervements qui montent. Et dans les villages voisins, il y a des accidents avec des humains. À Chicago, ce sont des coyotes qui sont revenus. Il n'y a plus un quartier qui n'a pas sa meute. On compte à peu près 15 000 coyotes dans New York, dans Chicago, pardon, j'ai dit New York, c'est Chicago. Donc en plus des icebergs, vous avez des coyotes. Là aussi, on apprend à cohabiter avec le coyote. Alors là encore, c'est une question de connaissance. C'est-à-dire que c'est pas un chien, c'est un canidé. Okay, c'est la même famille, on a le chacal, le renard, le loup, le coyote et d'autres. La grande différence, et ça je l'ai appris en dessinant, en les regardant et en dessinant, c'est qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle un stop. Votre chien, il a ici, de profil, il a le front, et puis paf, ça tombe tout droit, et puis après il a le museau qui avance. Le coyote, c'est dans la continuité, où c'est légèrement marqué. Bon, ça c'est un coyote. Je vous dis ça parce que sur les réseaux sociaux, on a souvent vu passer des photos de chiens faméliques. En fait, en général, c'est des chiens qui ont la gale, qui sont malades, et puis les gens les prennent en photo et les envoient sur les réseaux en disant on a un coyote zombie. Bon, donc mauvaise connaissance, mauvaise action, mauvaise réaction. À Chicago, ils font des trucs géniaux avec les coyotes. Ils se sont rendus compte que, et ça passe par un travail de pédagogie avec les habitants. On leur apprend dans les écoles, on leur apprend dans des conférences, on leur apprend sur des flyers, etc. Comment cohabiter avec le coyote, parce que finalement c'est peut-être une bonne chose de cohabiter avec le coyote, parce que le coyote il va croquer le raton laveur qui est en train de travailler dans vos poubelles, il va croquer l'opossum. Ce qui est important, c'est qu'il puisse rentrer et sortir de la ville. Et donc ce qu'il propose aux habitants, c'est assez génial. Là encore, c'est un truc très simple. Si vous croisez un coyote, il faut faire des grands gestes, beaucoup de bruit pour l'effrayer et le faire partir. C'est un double effet qui se coule en fait, qui est intéressant. C'est un effet, premier effet, c'est que le coyote
prend peur, il se demande un peu ce qu'elle est cette bête qui s'agite et qui fait tant de bruit, et il part. Donc ça veut dire qu'il ne se rapproche pas de vous. C'est le problème que nous, on a dans nos villes avec le renard, à qui on donne du pâté pour le chat, qu'on appelle Gérard, et à un moment donné, il vient dans notre salon, et là c'est foutu, parce qu'il n'y a plus la distance avec l'animal sauvage. Et le deuxième effet qui se coule, c'est pour nous. Mais ça, ils ne le disent pas à la ville de Chicago, mais c'est dément. C'est que si un humain qui fait du bruit voit le coyote détaler, il a l'impression d'avoir le dessus. Et donc il a l'impression de maîtriser la situation, et donc il n'a plus peur du coyote, donc le coyote peut continuer à venir dans son jardin. Voilà, donc c'est des questions de point de vue, c'est des questions de faire sauter des croyances. Et cette cohabitation, elle est à tous les niveaux, à toutes les échelles. On parlait tout à l'heure du bourdon. Là, on a un conflit qui n'est... Alors, ce n'est pas des effets spéciaux de Pixar ou de Disney. C'est une photo démente d'un journaliste de la BBC dans un tunnel du métro londonien, enfin sur un quai du métro londonien. Donc, c'est une agression de souris pour une miette de kebab. Okay. C'est partout. Donc c'est à toute échelle, on a cette cohabitation avec ces animaux sauvages, et ces animaux sauvages qu'on connaît finalement assez mal et sur lesquels bien souvent on projette toute une série de fantasmes. Et ces animaux, pour arriver à se battre pour une miette de kebab dans une station de Piccadilly Circus, il faut qu'ils se soient adaptés. Et donc c'est là où ça a commencé de nouveau à éveiller ma curiosité de gamin, c'est la question des mutations. Pour habiter en ville, ça vous le savez en tant qu'humain, il n'y a que les plus opportunistes qui vont réussir. Il n'y a que les plus souples qui vont arriver à supporter, les autres partent. Pour toutes les bestioles, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont celles qui vont être les moins spécialisées, les plus ouvertes, les plus aptes à choisir de temps en temps de manger un kebab, de temps en temps de croquer un pigeon, de temps en temps de croquer je ne sais pas quoi, qui vont plus ou moins arriver à résister. Et cette question de mutation m'intéressait parce qu'on parle même de darwinisme urbain, c'est-à-dire du fait que la ville devient un accélérateur de transformation. Ah oui, ici j'avais un truc. Alors, cette bestiole-là, elle existe vraiment. Mais, alors il y a deux sortes de mutations. Il y a des mutations physiologiques du corps, et il y a des mutations comportementales. Alors je vais vous demander de faire un exercice. Je vais vous demander de faire un exercice et vous allez fermer les yeux, si vous voulez. Après, vous vous réveillez. Et vous allez écouter ce que je vais vous faire passer là, et puis vous allez me dire ce que vous entendez. C'est un dimanche matin chez le roi Merlin. Bon, je vous ai un peu grillé le truc parce que j'ai passé l'image. C'est cette bestiole-là, évidemment. Tous les sons que vous entendez là, c'est cette bestiole-là. C'est le Ménure superbe. Et ce Ménure superbe, il imite les sons. Et pour draguer sa belle, plus il a un répertoire étendu, évidemment, plus il emballe. Et là, vous avez entendu donc le parfait chantier, vous avez l'entreprise au complet. Vous avez la perceuse, vous avez la défonceuse, vous avez la scie à la main, vous avez le type qui cloue, vous avez une défonceuse, et vous avez même à la fin l'ouvrier qui rentre chez lui tranquillou. Tout ça, c'est cette bestiole-là. En fait, c'est marrant, ça nous fait rire, mais c'est parce qu'en réalité, nous, on continue à construire sur son territoire, et que du coup, ce qu'il imite, c'est ce qu'il entend. On est en Australie.
Donc la grosse chose importante à comprendre dans cette histoire de bêtes de ville, c'est pas comme on a pu l'entendre à un moment donné pendant le confinement, parce que tout d'un coup on les voyait traverser la rue, on voyait les... Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène extraordinaire avec les flics en moto là, qui accompagnaient trois canards sur le périph'. C'est pas les bêtes qui sont revenues en ville, elles sont déjà là, elles étaient déjà là. Simplement, on leur a laissé un peu plus d'espace, donc on les a vues, on les a entendues, on les a remarquées. Ce ne sont pas elles qui sont revenues dans nos territoires, ce sont nous qui nous sommes étalés sur les leurs de territoire. Je vous parlais de mutation, voilà donc de coyotes. Le coyote à Chicago a développé plusieurs mutations comportementales, donc il a évolué. Son territoire de chasse s'est rétréci parce qu'il trouve vachement plus de trucs quand il est dans les grands champs. Ses horaires de chasse ont changé aussi et il a appris à traverser la rue en regardant du bon côté au bon moment. Par exemple, le hérisson des villes est en France plus en forme que le hérisson des champs. Pourquoi? Parce que le hérisson des villes ne mange pas les croquettes bourrées de pesticides qu'on a dans nos champs et son territoire, il le sait, est fragmenté par des routes, mais pas par des nationales avec des bolides. Voilà. Et un hérisson, ça se déplace en gardant l'épaule contre une paroi. Donc c'est pour ça que souvent, il se balade le long des haies. Il a aussi évolué. Il a évolué, par exemple, en sortant plus tard que le hérisson des champs. Il a des horaires de noctambule métropolitain parce qu'il attend que nous, on soit couchés pour sortir et pour aller chasser ces trucs, par exemple. Donc ce sont des évolutions comportementales, et certaines évolutions comportementales peuvent avoir des effets sur des évolutions physiologiques. Alors le héron, que vous connaissez bien et qu'en général vous voyez soit sur les plans d'eau, soit mulotté, ce héron, il y en a un à Paris qui est dans le tunnel entre Bastille et République. Il fait son marché à cet endroit-là. C'est le héron du tunnel. À certains horaires, si vous avez de la chance, vous pouvez le croiser, parce qu'il a compris qu'à cet endroit-là, il y avait vachement de poiscailles et que personne n'y touchait, et que donc il avait toute possibilité. Évolution comportementale. Mais par exemple, le petit oiseau qui est juste là, c'est le junco aux yeux noirs. Le junco aux yeux noirs, on le trouve notamment parce que tous ces oiseaux, ils se baladent dans le monde entier, souvent. Celui-là, on le rencontre notamment à San Diego. San Diego, donc on est dans le sud de la Californie. C'est des territoires qui sont chauds, qui sont devenus encore plus chauds avec le réchauffement climatique. Et le junco aux yeux noirs, pour séduire sa belle, c'est celui qui avait les plumes de la queue les plus élégantes, blanches et noires. Les plus longues, il emballait. Avec le changement climatique, en fait, la femelle junco peut avoir plusieurs... les portées sont rapprochées, donc elle peut avoir plus de bébés qu'avant. Et donc maintenant, elle choisit les mâles, non pas parce qu'ils ont une belle livrée, mais parce qu'ils savent s'occuper des enfants. Et donc, ceux qui ont une belle livrée, petit à petit, par sélection naturelle, n'ont plus autant d'intérêt qu'avant. Et donc, il y a une évolution physiologique de son corps. Les petits lézards là, de Porto Rico, avant, ils grimpaient au tronc des arbres qui étaient rugueux. Maintenant, ils se sont adaptés en quelques générations et ils ont des espèces de chaussures Nike rebondissantes parce qu'ils glissent sur le verre et sur le béton. L'escargot de jardin à Amsterdam, à Rotterdam, a sa coquille qui est devenue plus blanche en quelques générations aussi parce qu'elle renvoie les rayonnements du soleil. Et donc, j'ai tous les calculs avec l'albédo, c'est ce qu'on fait avec les sols urbains pour avoir des trottoirs plus clairs, etc. Lui, il le fait sur la coquille de sa carapace, enfin sa petite maison, là, pour avoir moins chaud. Et le pissenlit, je parlais tout à l'heure, le pissenlit des villes et le pissenlit des champs, c'est pas les mêmes. Le pissenlit des villes, c'est un certain, c'est le crépi de Nîmes, c'est la même famille. Le pissenlit va avoir, vous savez, c'est les trucs qu'on souffle, les petites graines, la canne, avec un petit parachute au-dessus, et puis ça se balade comme ça. Le crépi de Nîmes, qui a été étudié à Montpellier, on s'est rendu compte qu'il avait une graine qui était plus grosse et un parachute plus petit.
Pourquoi? Parce que comme ça, la plante, non, je suis en train de projeter une vision anthropologique sur le truc, mais ça aide pour l'histoire. La grosse graine et le petit parachute a plus de chances de tomber au pied de la plante que de partir avec le vent. Et comme dans la ville, on sait qu'au pied de la plante, il y a un terreau fertile, alors qu'à 1 mètre de distance, à 10 mètres de distance, à 100 mètres de distance, on ne sait pas où on va tomber, donc il y a moins de chances de faire une suite. Petit à petit, les fruits du pissenlit des villes s'est transformé pour s'adapter. Alors vous allez me dire, c'est formidable. Si la nature est tellement résiliente et qu'elle s'adapte, on va continuer à faire nos bêtises. Elle va toujours trouver une solution. Évidemment non, parce que pour être résilient, il faut être vivant. Et pour une espèce qui arrive à muter ou qui arrive à s'adapter, il y en a 100, il y en a 150, il y en a 200 qui restent sur le carreau. Alors je vous montre ce drôle de truc là, parce que moi il me fascine. C'est une petite chenille. Moi c'est petit. Là, c'est impressionnant, mais non, c'est petit. C'est pas un monstre. C'est une petite chenille d'un papillon rouge qu'on trouve dans les forêts, notamment d'Amazonie, qui s'appelle Heliconus. Et je vous parle de lui parce que l'Heliconus a une relation particulière avec la plante sur laquelle il va pondre ses œufs, qui est une liane que nous on connaît sous le nom de passiflore, donc la fleur de la passion, une sorte de. Et ils ont une relation très particulière, c'est-à-dire que le papillon va pondre sur cette plante, et la plante va du coup développer des stratégies pour éviter que le papillon ne ponde sur elle et que donc ses chenilles le mangent. Donc la première stratégie que la plante va inventer, c'est changer la forme de la feuille pour que le papillon soit trompé. Donc on a une première, je vais dire des bêtises, on a une feuille qui est carrée, puis après elle devient ronde, puis après elle devient triangulaire. À chaque coup, le papillon apprend. À chaque coup, on retrouve le chemin et il repond. Deuxième type de stratégie, les feuilles sont empoisonnées. Le papillon va les croquer, oh, pas terrible. Sauf que de papillon en papillon, ils vont devenir de plus en plus costauds et ils vont supporter le poison. Ils vont supporter le poison à tel point qu'ils vont devenir eux-mêmes empoisonnés pour les oiseaux qui vont essayer de les attraper. Et donc d'autres papillons vont se dire, mince, super, donc on va... Hop, et ils se camouflent en papillon Heliconus, donc ils se déguisent pour que les oiseaux ne les mangent pas, puisque ceux-là, ils sont empoisonnés. Bon, mais c'est quand même pas terrible. À un moment donné, la plante va inventer une troisième technique, c'est que sous la feuille, elle va développer des petites gourdes, des petites machins, des petites excroissances végétales, organiques, qui ressemblent vachement à des œufs de ce papillon-là. Et quand le papillon arrive, il voit « Ah, il y a déjà une cousine qui a pondu là, donc j'y vais pas, je continue ». Ça, c'est ce qu'on appelle la coévolution. La plante évolue, le papillon évolue, la plante évolue, le papillon évolue, la plante évolue. Bon, vous avez compris le système. Je me suis demandé si on pouvait faire la même chose, parce que nous, on a un petit peu tendance à rester calés. Et donc, avec les étudiants depuis quelques années, on tente des trucs. Et on tente des choses. Alors, c'est des étudiants en architecture, souvent. Et on a tenté, notamment, une architecture qui était plongée près d'une île volcanique en Italie et qui, par des phénomènes physiques, va se dégrader et en se dégradant rapidement à cause de l'acidité de l'eau, va créer un nouvel habitat pour d'autres animaux. C'était une tentative. Une autre tentative, c'était un bâtiment dont la peau et dont l'enveloppe n'étaient que destinée aux cormorans. Pourquoi ? Pas pour faire une architecture de cormoran, vous avez compris que le marsupilami n'avait pas besoin de nous. Mais parce qu'en entraînant les jeunes architectes à piger qu'ils n'étaient pas les seuls et qu'il y avait peut-être moyen de penser l'architecture autrement, on commençait à se rapprocher. Vous voyez bien qu'on s'améliore, plus on étudie le truc, plus on s'améliore. Mais en réalité, la plupart des intérêts qu'on trouve dans cette faune urbaine, c'est pour que cette nature soit à notre service. Elle est à notre service pour rendre on appelle ça des services écosystémiques. Ça veut dire qu'elle va permettre à la ville d'avoir moins chaud, elle va permettre à la ville de ne pas être inondée, elle va permettre à la ville d'être plus vivante, elle va permettre à la ville et à ses habitants d'être moins stressés, de pouvoir, voilà, etc. Donc c'est toujours des services dans une direction. Et donc, en étudiant, c'est pas nouveau, l'industrie étudie ça depuis des années, Léonard de Vinci aussi, depuis encore plus longtemps. C'est la fascination de ces super pouvoirs de la nature
qu'est-ce qu'on pourrait en faire en tant qu'humain? Un pouf super camouflé. Des engins de guerre beaucoup plus efficaces. Vous savez que les libellules sont capables de voler en arrière, en stationnaire. Les 4L sont différentes en termes de motorisation. Sans parler de la pieuvre qui a un cerveau dans chacune des pattes. Vous imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec ça. Et puis le designer s'en empare aussi et imagine des vêtements qui fonctionnent comme des branchies et qui permettent de faire une fashion week sous l'eau. Et puis on se dit, bah, tant qu'à faire, puisqu'ils sont si malins, on va les utiliser. Et donc ça, c'est au Puy du Fou. La famille des corneilles, des corbeaux, tout ça, c'est très très malin. Vous savez qu'une corneille a le QI d'un enfant de 4 ans. Et donc ce monsieur au Puy du Fou a appris à ses corneilles à ramasser les mégots de cigarettes. Alors nous, on a fait la même chose avec notre chien, mais on ne lui a pas appris. Mais elle bouffe les mégots, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, lui, par contre, il a appris à ramasser le mégot, et donc la corneille revient et lâche le mégot dans une petite boîte, et en compensation, il a une petite croquette. Super. Mais on pourrait aussi apprendre aux visiteurs à directement jeter leur mégot, et puis apprendre un truc plus malin aux corneilles, parce qu'elles sont très, très intelligentes, et qu'elles peuvent faire des tas de trucs étonnants. Vous savez que ce sont ces animaux-là qui prennent des noix, par exemple, qui vont sur un feu rouge, on a vu ça à Tokyo notamment, ils vont sur un feu rouge, ils lâchent la noix quand les voitures passent, les voitures écrasent la noix, et puis du coup ils attendent que le feu soit vert, ils descendent, ils traversent sur le passage piéton, ils vont récupérer leur noix pour la manger. Ce sont des animaux extrêmement intelligents. Donc, bon, ramasser des mégots, c'est un truc, mais... Et donc on cherche d'autres alliances possibles, et notamment parmi les alliances possibles, on a des recherches aussi d'architectes. Ici, c'est la construction d'un pavillon de soie avec des verres à soie qui sont dirigés, qui sont orientés avec un système mécanique qui bouge et qui du coup forme un cocon d'une forme architecturale particulière. À plus grande échelle, ça c'est un projet d'autres architectes sur la protection du littoral de Manhattan avec une co-construction avec des huîtres architectes, qui, selon une grille particulière architecturale, de passerelles, de plots, de machins, vont permettre aux huîtres de se développer, de faire des concrétions et donc de briser les vagues et donc d'impacter la force des vagues des tempêtes sur Manhattan. Donc on commence à construire avec, mais vous voyez toujours, l'idée c'est qu'on a quand même une petite idée derrière, c'est qu'elles vont nous rendre un service. Et puis ça peut aller à des échelles très très grandes. Et on commence à se rendre compte que c'est plus uniquement la façade d'un bâtiment, c'est plus uniquement 3 piliers dans de l'eau, ça peut être des systèmes de territoire ou des systèmes de paysage beaucoup plus vastes, que j'appelais tout à l'heure les prothèses paysagères. Ici, c'est un projet pour retravailler sur l'ensemble du delta du Mississippi, pour prévenir et éviter les inondations. On a tout dirigé, voilà, du coup les sédiments ne se font plus, du coup les mangroves ont disparu, du coup la côte s'est effacée, s'est érodée, et du coup à la première tempête venue, toutes ces terres sont inondées. Donc on est en train de réfléchir à ces choses-là. Ces choses-là ne sont pas nouvelles. Depuis 10 ans, on voit les cabinets d'architecture et de paysage du monde entier qui s'emparent de ces machins-là. Mais ce sont des choses que les ingénieurs écologues, notamment, connaissent depuis 30 ans. Ils appelaient ça des paysages, des écosystèmes fonctionnels. Vous entendez déjà dans le nom qu'à partir du moment où ils sont fonctionnels, c'est qu'ils sont fonctionnels pour nous. Alors c'est pas idiot, c'est mieux qu'un barrage, c'est mieux qu'une digue. Mais on reste quand même sur une tendance, on va dire. Et cette tendance, on pense qu'on peut finalement la maîtriser. Donc ça, c'est les systèmes de parcs du nouveau Barcelone. Vous savez que Barcelone, dans les années 80, avait attiré tous les étudiants en architecture et tous les architectes du monde entier, parce qu'ils avaient décidé que dans la trame de Cerdà, la trame très régulière que vous connaissez avec ces formes-là, dans la trame de Cerdà, de temps en temps, il y avait des trous, des creux, et ces creux étaient remplis de voitures, c'était des parkings. Et donc Barcelone avait lancé une grande opération qui était de dire on va redonner ça à de l'espace public, ça va devenir des places où on se rencontre, des places où on sociabilise. Et donc tous les grands architectes du monde ont dessiné des places de Barcelone avec des petits détails, des joints creux, des trucs en métal super beaux, etc. Et aujourd'hui, en fait, dans le quartier d'Example, donc du côté de la Sagrada Familia, il y a 1 mètre carré
d'espace vert par habitant. Donc en fait, c'est autant vous dire rien. Ce qui fait qu'avec le changement climatique, il fait un peu chaud. Donc maintenant, Barcelone a changé d'attitude et a décidé de gratter quasiment tous les sols de ces places conçues dans les années 80 et d'en faire des jardins étagés, avec une végétation étagée, et de creuser dans la trame des continuités. C'est les fameuses trames vertes et bleues de notre Grenelle, des continuités écologiques. Ceci, hop, attendez, ceci n'est plus un boulevard, c'est une autoroute à chauve-souris. Vous voyez, on commence à changer l'attitude. Bon, en dessous, ça reste un boulevard, hein, je vous rassure. Et on a le sentiment, ça se développe de plus en plus dans les villes riches, on a le sentiment que finalement on va pouvoir vivre en parfaite cohabitation avec ceux qui peuplent ces choses-là. Et on a une vision dans laquelle finalement on a l'impression qu'on va, parce qu'on étend ces systèmes paysagers et on encastre ces systèmes paysagers et on les relie, réussir à fusionner cette nature avec cette ville. Et on oublie un truc, c'est le côté totalement aléatoire et surprenant de cette nature qui va tout le temps inventer. Je vous ai dit tout à l'heure que l'escargot avait changé sa couleur de machin, que les hirondelles avaient des ailes plus petites au Nebraska pour pouvoir éviter les camions, enfin il y a tout un tas de trucs incroyables. C'est le côté aléatoire. Et donc finalement, ce qu'on constate aujourd'hui, les premiers constats, il y a des constats évidemment extrêmement positifs, c'est-à-dire qu'on sait que les pieds d'arbres à Paris ont fait qu'il y a des papillons qui sont revenus, qui fait que donc il y a des avions, il y a des oiseaux qui sont revenus et qui ont traversé la ville alors qu'avant ils ne traversaient pas la ville, entre autres, etc. Que la gestion zéro phyto fait des progrès incroyables, fait faire des progrès incroyables. Et il y a aussi des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Ça, c'est à Berlin. À Berlin, il y a 35 000 sangliers dans le cœur de Berlin. Alors, vous avez vu ce que c'est un sanglier. Donc, c'est pas évident de cohabiter avec un sanglier. Alors là, jetons un voile pudique sur cette scène. Donc, c'est un espace naturiste, je pense à celui de Vincennes. C'est un espace naturiste dans les forêts urbaines de Berlin. Et ce pauvre monsieur s'est fait chourer son sac dans lequel il y avait son portable, mais aussi son pique-nique. Par maman sanglier et les petits marcassins. Donc voilà, course-poursuite. Mais évidemment, je veux dire, à partir du moment où on tisse des liens avec l'extérieur peut aussi rentrer plus profondément dans la ville. Et c'est là que commencent à apparaître les problèmes, nos problèmes, les animaux nuisibles. Ah, celui-là, j'en veux pas, celui-là, t'as pas des baskets, tu rentres pas, etc. Et des vrais problèmes, parfois d'autres vrais problèmes. Ah, pour les sangliers, j'ai une autre histoire que j'adore. C'était à Florence. En Italie, ils ont aussi énormément de sangliers. Et il faut savoir un truc, c'est que les revendeurs de drogue, les dealers, qui vendent de la cocaïne, ils ne peuvent pas non plus se balader, comme ça vous avez en plus appris des trucs sur les revendeurs de drogue, c'est ça. Ils ne peuvent pas se balader avec le pain de cocaïne dans la poche parce qu'ils peuvent se faire attaquer par d'autres dealers. Donc le pain de cocaïne, il est enterré au pied d'un arbre, en général dans les parcs publics ou les parcs publics de périphérie de Florence. Ça, c'est là où ils vont, et puis ils vont chercher un petit paquet, un deuxième petit paquet, machin, et ça, ils le dealent. Il y a quelques mois, pendant le premier confinement, la police de Florence a été aidée par un sanglier qui cherchait autre chose et qui a tapé son nez dans un gros paquet de cocaïne, et donc il est le pige tout blanc. Il a fait une mauvaise descente et ils ont trouvé 20 kilos de cocaïne grâce. Donc voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des cohabitations aujourd'hui qui sont surprenantes, mais c'est parce qu'aussi on ouvre les portes et on tisse des liens. Et dans ces liens, il y a ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas qui rentre. Ça, c'est le Kéa. Alors le Kéa, quand je vous dis c'est l'aléatoire, le Kéa, c'est le sud de la Nouvelle-Zélande. Donc c'est un perroquet des montagnes. Il est super malin. Alors lui, ne lui demandez pas d'aller ramasser vos mégots parce qu'il vous crache à la figure. C'est un autre niveau. Hein. Et donc le Kéa, c'est un animal super malin et c'était surtout un très grand gourmet. C'était un animal végétarien. Et il faisait des petits plats, il se concoctait des petits plats avec une cinquantaine d'espèces végétales différentes. Et quand je dis tout ça au passé, c'est parce que c'était au moment où la Nouvelle-Zélande n'était pas encore habitée par les humains.
Et à ce moment-là, le Kea avait une cinquantaine d'espèces de plantes avec lesquelles il cuisinait. Et il savait par exemple que tel type de plante, il fallait extraire le jus à telle saison, que tel autre, c'était la racine qui était intéressante, que tel autre, c'était les fleurs, mais seulement quand elles étaient coupées dans la longueur et pas dans la largeur. Que d'autres, c'était les feuilles, mais il fallait les rouler d'une certaine façon et les écraser sous une pierre. Donc c'était un gourmet. À côté de ça, Top Chef, ils vont se rhabiller. Il y a vraiment un très très grand niveau. Resto végétarien, 3 étoiles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les colons sont arrivés. Et les colons sont arrivés et ont décidé de développer le pays. Et pour développer le pays, ils ont coupé un tiers des forêts et les ont transformés en pâturage. Et donc ils ont amené d'autres bestioles qui n'étaient pas avant sur cette île, qui étaient les moutons. Et une des plantes parmi les 50 du Kea, c'est une plante qui est fait un petit coussin un peu gris, buissonnant, un peu moumouteux, qui s'appelle, que nous on a appelé avec vocabulaire vernaculaire, qu'on a appelé le mouton végétal, parce que ça ressemblait à un mouton, c'était sur les éboulis, sur les pierreux. Et lui, il avait l'habitude de les manger, ce truc-là. Et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, sa forêt disparaît en grande partie, et puis ces moutons qui mangent d'habitude, ils se mettent à bouger. Donc il va tester. Et donc il a testé le vrai mouton, enfin notre mouton, pas le mouton végétal. Évidemment, le mouton était paniqué, il n'avait jamais vu un truc comme ça lui fondre depuis le ciel et lui arracher un morceau du dos. Donc les moutons ont subi évidemment des blessures sévères, ça s'est infecté, les autres se sont jetés par-dessus bord des falaises en préférant se suicider. Et les bergers n'ont pas trouvé ça une très très bonne idée, donc ils ont commencé à chasser le Kea. Le chasser fort. À un moment donné, au XXe siècle, on a dit « Ah, stop, il en reste 15. » Non, je rigole, mais quasiment. On va les protéger. Et donc le sud de l'île a été protégé, le Kea a été protégé, on est dans les années 70. Le Kea est protégé. Il a fallu encore 20 ans avant que les bergers arrêtent de tirer dessus, parce qu'il fallait que ça arrive au cerveau. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Kea s'ennuie. Parce qu'on a fracturé son habitat, on a fragmenté son habitat. Il a plus 50 espèces végétales à sa disposition, on en a peut-être encore 2. Et il est très très malin. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il est hyperactif. Il s'ennuie, donc il teste des trucs. Et là, ce que vous avez, c'est une scène incroyable, des travaux publics sur la voie principale qui mène au sud de l'île. Donc une voie à double sens. Et travaux sur une voie. Et en fait, le Kea, on s'est rendu compte de ça parce qu'il filmait par la nuit avec des caméras, machin. Les Kea, ils travaillent à 3. Donc, pour vous dire, ils sont capables de faire des probabilités en mathématiques. C'est un truc que moi, j'ai jamais compris, mais eux, ils y vont tranquilles. Ils travaillent à 3. Et dès que le soir tombe, ils prennent les cônes de chantier et ils les déplacent sur l'autre route. La route qui n'est pas en travaux. Ce qui fait que le lendemain matin, ça fait un bouchon monstre. Et à ce moment-là, ils passent à côté des voitures, ils font le clown, et les gens baissent le truc, ils lui donnent une cacahuète ou un truc ou un machin. Donc vous imaginez, ça veut dire qu'il anticipe. Il prévoit à l'avance, il comprend le truc, il met en place une stratégie, ils sont plusieurs, etc. Bon, alors nous, ça nous fait marrer. Et du coup, on continue à donner la cacahuète, on n'attend qu'une chose, c'est qu'ils déplacent le cône de chantier et qu'ils continuent à faire leurs bêtises. Le problème, c'est qu'en fait, on encourage. C'est comme avec nos gosses, hein. On encourage l'hyperactivité et à un moment donné, alors les nôtres, on peut les mettre sur la Switch. Eux, ça les intéresse pas. Ils doivent être plus malins. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, le Kea, il a une autre source de stimulation très importante. C'est que le sud de la Nouvelle-Zélande est devenu le territoire des éco-touristes et des sportifs de l'extrême. Donc si vous voulez aller faire du saut, l'élastique d'un pont au-dessus d'un machin, etc., ou du trek extraordinaire, il faut aller dans le sud, parce que c'est génial comme paysage. Vous avez l'impression d'un mélange entre Prométhéeus et le Seigneur des Anneaux. Et donc évidemment, chaque année, qu'est-ce qu'il voit débarquer, le Kea? Il voit débarquer un demi-million d'humains surexcités, avec des costumes de haute technologie, des baskets qui se ferment toutes seules quand on appuie sur un bouton, des boutons qui clignotent, des tentes, vous jetez en l'air, elles se déploient, elles se rassient, vous appuyez dessus, elles se remettent dans la poche arrière. Ben bon, j'en passe et des meilleurs, vous connaissez ces équipements-là mieux que moi, et lui, il apprend. Donc chaque année, il teste des trucs.
Donc il apprend à ouvrir, à jeter le truc, à dézipper, à rezipper, à aller chercher évidemment la cacahuète qui est planquée dans le sac à dos hyper technologique qui se gonfle tout seul, etc. Et il apprend tellement bien qu'en fait il devient expert en technologie humaine, génie en technologie humaine. Et quand les demi-millions de héros, de super-héros en short sont repartis, eh ben, il reste les habitants. Et donc, bon, eux, ils s'ennuient. Donc, ils ouvrent le moustiquaire, ils rentrent, ils allument la télévision, ils pètent l'antenne, ils retirent le câble, ils vont dans la cuisine, ils démontent des trucs, ils démontent les joints des voitures, etc. Ils s'ennuient, ils cassent des trucs. Hyper actifs. Et donc, c'est devenu, en fait, ça commence à devenir gênant. Et donc, la réaction en Nouvelle-Zélande est extraordinaire, c'est que maintenant, les scientifiques sont là-dessus. Et ils se sont rendus compte qu'ils allaient mettre au point un truc, donc ils ont commencé. Ils font des Kea Gym. C'est des salles de gym pour Kea. C'est-à-dire, c'est des aires de jeu pour les gosses, comme nous, on a avec vous savez, donc il y a 3 jeux. Hein. Les nôtres, ils peuvent parfois jouer une saison dessus, puis après, ils s'ennuient. Le Kea, il s'ennuie plus vite, donc ils ont dû mettre une caméra à côté pour regarder comment le Kea joue. Et dès qu'ils voient que le Kea commence à s'ennuyer, hop, les scientifiques arrivent, ils changent la couleur du jouet, ils changent la forme, ils mettent un truc qui fait poète-poète. Bon, pour que le Kea, on l'occupe, en fait. Et comme ils se sont rendus compte que ça vous faisait marrer aussi, ils le mettent à côté des stations-service, c'est-à-dire qu'ils les retirent des centres-villes, ils les mettent quand même à des endroits où les gens font le plein, donc il reste 5 minutes, donc ils regardent le Kea faire le singe. Donc il continue d'y avoir une interaction. Mais bon, c'est pas la solution, évidemment. Enfin, je veux dire, le Kea Gym, c'est pas la solution. Redonnez-lui les 50 espèces végétales et il va redevenir cuisinier. On s'est rendu compte d'un dernier truc, c'est que pourquoi est-ce qu'il s'ennuie autant? C'est parce qu'il a trop de temps libre. Et il a trop de temps libre parce qu'il a plus ces 50 espèces qu'il doit aller chercher et qu'il doit cuisiner. Parce qu'en fait, à force de lui donner des barres chocolatées et des trucs super énergétiques, il mange une fois et il tient 3-4 jours. Alors qu'avant, il cuisinait tout le temps. Donc il s'ennuie, donc il détruit, donc il devient hyperactif. Donc ça, on ne l'avait pas vu venir. Ah, ça c'est un monstre. La moule zébrée. La moule zébrée marche sur Roubaix, sachez-le. La moule zébrée, c'est une moule d'eau douce et elle est invasive. Je vous en parle parce que je vous ai dit, à un moment donné, c'est aléatoire et les choses nous échappent. La moule zébrée, c'est une moule invasive. Comme ça, on introduit le mot invasif aussi. C'est une moule invasive. En fait, ce qui s'est passé là, en France, on a, pour des raisons économiques et de développement, on a relié quasiment toutes les rivières et tous les fleuves de France. Sont connectés par des canaux, des machins, des ouvrages hydrauliques géniaux, génie humain, et sans limite. Mais en faisant ça, on a aussi permis à des espèces d'aller à des endroits où, en principe, elles ne devaient pas aller. Et maintenant, même dans les questions de renaturation, parfois, il y a des questions qui se posent. C'est-à-dire que là, hier, j'étais dans les marais de Stor, du côté de Mériel, et il y a un endroit où il y a des écrevisses très particulières. Je ne devrais pas le dire, donc je ne vais pas vous dire ce que c'est comme écrevisses, mais il y a des écrevisses très rares. Et ces écrevisses, elles sont menacées parce que pour le moment, elles sont tranquillou, parce qu'elles sont dans un petit bout de rivière qui est dans l'eau est saine et qui n'est pas relié aux autres rivières en amont. Parce qu'il y a eu des ouvrages particuliers qui font que les écrevisses de Louisiane, qui sont, elles, invasives, ne peuvent pas aller rejoindre les autres et les bouffer, parce qu'il y a trop d'ouvrages. Mais dans les projets de renaturation, on veut effacer tous ces ouvrages pour permettre à la rivière de renaturer le lieu. Et donc, au moment où on va faire ça, les écrevisses de Louisiane vont bouffer les dernières écrevisses à pattes blanches, et lâchez le mot, qui sont en bas. Voilà. Donc c'est parfois dangereux. Et donc les moules zébrées, qu'est-ce qu'elles font? En fait, ce qu'on a fait, c'est que quand on a commencé à faire des échanges avec les États-Unis de commerce, on avait les grands tankers qui transportaient des trucs. Et puis, vous savez que les tankers, quand ils vont d'un endroit à l'autre, on les charge. Et en fait, ils doivent plus ou moins toujours avoir le même poids pour que ce soit rentable. Donc c'est pour ça qu'on utilise dans nos aménagements publics du grès qui vient d'Inde, parce qu'en fait, ça fait le lest pour le tissu, qui lui est beaucoup moins cher là-bas. Si on n'envoyait que le tissu, ce serait beaucoup plus cher. Donc on charge le tissu et on charge de grès d'Inde. Et donc on a des tonnes de grès d'Inde qui ne nous coûtent rien du tout. Et c'est ça qu'on met absolument partout, qu'on tartine dans nos aménagements publics. Bon, donc c'est les questions de l'Est. Qu'est-ce qu'on a fait avec les États-Unis? C'est qu'à cette époque-là, on n'a pas mis du grès de France. On a pris de l'eau dans nos rivières, nos fleuves, et on a fait du ballast.
Et puis on est parti aux États-Unis avec ces tankers et on a fait les échanges qu'il fallait. Et en fait, dans l'eau, il y avait ça, des milliers de ça, petits trucs. Et donc, c'est arrivé, ça a remonté le Saint-Laurent. Et aujourd'hui, il y en a absolument partout aux États-Unis. Et dans les Grands Lacs, elles prennent évidemment la place des autres. Alors là-bas, ils sont circonspects parce que elle a un bon côté, cette drôle de bête, c'est qu'elle est capable d'encaisser les métaux lourds. Et là-bas, dans ces grands lacs, il y a des métaux lourds. Donc il y a des espèces de balances parfois qui sont surprenantes. Et c'est ce que je vous disais avec la question de l'aléatoire. Et c'est là où je voudrais finir avec ça. Dernière partie, c'est la partie des croyances par rapport aux réalités. Et d'où l'importance des connaissances, d'où l'importance de la transmission de ces connaissances de scientifiques. On a cru que c'était lui. Hein, je vous le montre. Je vous l'aurais montré il y a 4 ans. Je ne pense pas que tout le monde dans la salle avait déjà vu cette bestiole à écailles bizarres. Enfin si, parce que vous êtes des convaincus, si vous êtes venus, c'est que vous connaissez tous ces trucs-là. Mais voilà, pangolin. Le pangolin était responsable. Après, on a cru que c'était un autre petit truc. En Chine, ils les ont abattus. Après, on s'est rendu compte que c'était probablement la chauve-souris. Et on a vu dans Le Monde une tribune en plein confinement d'un maire parisien, une commune autour de Paris, qui s'inquiétait de la tendance actuelle des villes à vouloir refaire revenir la nature au sein de ces murs. Et donc il pointait notamment la dangereuse chauve-souris. Le Monde qui publie un truc comme ça. Alors c'est une tribune, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais enfin ils les choisissent quand même. Alors que nos chauves-souris, voilà. Et on sait aussi que les chauves-souris sont des vecteurs de tout un tas de maladies, mais sont aussi capables de les vaincre. Donc on n'a pas encore percé le secret des chauves-souris, mais elles vont probablement pouvoir nous expliquer comment elles s'en sortent. Pangolin. Et c'est là où c'est mes dernières recherches, je me suis beaucoup intéressé à ces trucs-là. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois que je faisais une rencontre, ça terminait invariablement par des questions sur le rat. Qu'est-ce qu'on fait avec le rat? Ou qu'est-ce qu'on fait avec le goéland? Ou qu'est-ce qu'on fait? Et en fonction des pays et des villes, il y avait l'animal problématique qui revenait. Et donc il y avait la sale bête. Donc moi j'étais venu gentiment avec bête de ville, et puis je ressortais avec la sale bête. C'est-à-dire toutes les questions. Et je vous raconte un truc incroyable, j'ai un jour été contacté à la sortie du bouquin par un journaliste d'un magazine de chasse. Je ne sais plus lequel, donc c'est pas que j'ai oublié, c'est que je ne sais plus lequel. Et on a adoré Bête de Ville. On voudrait faire un article de 6 pages sur Bête de Ville. Non. Non, pour le coup, non, c'était pas l'objet, donc je suis désolé, je ne vous réponds pas. Et quelques mois plus tard, je me suis rendu. Ils avaient fait 6 pages. Ils avaient fait 8 pages même. Elles étaient hyper illustrées. Alors le bouquin n'était pas cité dedans, mon nom non plus, heureusement. Mais par contre, ils avaient repris chapitre par chapitre, bestiole par bestiole. Donc vous aviez le léopard de Mumbai, vous aviez le sanglier de machin. Et en face, vous aviez les armes qui étaient nécessaires pour les dégommer. Donc, la gentille bête et la méchante bête, les vilains, évidemment, les vilains, beaucoup plus excitants que les gentils. Hein. Vous connaissez ça par cœur. Et c'est vrai que dans la nature, il y a des choses qui sont assez fascinantes. La guêpe qui est là sur le côté, c'est une guêpe qui fait partie d'une famille de guêpes qui s'appelle les guêpes de Darwin, maintenant on les appelle comme ça. Vous en avez déjà vu, parce qu'il y en a en Ile-de-France, il y en a à Paris. Ce sont des guêpes qui ont un super fin. Et en fait, pourquoi elles ont un truc comme ça super fin? Parce que elles vont s'installer sur les troncs, la tête en bas. Avec les antennes, elles tapotent le tronc pour essayer de voir si c'est habité en dessous, si c'est habité par des larves de futurs insectes qui mangent le bois. Enfin, les larves mangent déjà le bois de ces futurs coléoptères. Et quand elle en a repéré un, son extrémité s'ouvre en 3. Il y a un morceau qui est une espèce de forêt. C'est pour ça qu'elle a ce corps-là, pour pouvoir se mettre à l'envers. Mettre le forêt à la verticale. Le forêt a un système de double pneumatique. Fore un trou à travers l'écorce, à travers le corps de la chenille, et pond dans le corps de la chenille. La future guêpe se développe dans le corps de la chenille explose. C'est Alien. C'est le xénomorphe d'Alien. Bon,
Maintenant, vous n'allez plus les voir de la même façon. Mais il ne faut pas les liquider, puisqu'elles nous rendent tout un tas de services, dont se débarrasser de ces larves qui mangent le bois. Et évidemment, on en a des classiques. Hein, chauve-souris. Alors, pour certains, c'est Batman, mais pour beaucoup, ce sont des vampires. C'est Dracula. Ça, c'est une pipistrelle, le petit truc à côté, ça fait ça, hein, un pipistrelle tout petit. C'est probablement notre meilleur allié contre le moustique tigre, sous nos latitudes. Parce que ça peut en croquer des centaines par jour à la bonne saison. Et le moustique tigre, c'est nous qui l'avons emmené. Vous connaissez son voyage, dans le fond des pneus, commerce mondialisé, les pneus se baladent. Hein. Maintenant, il y en a sur tous les continents. Et avant, ils étaient dans le sud de l'Italie. Maintenant, ils sont jusqu'à Dunkerque. Ils sont remontés. Dans les Alpes de Haute-Provence et Rhône-Alpes, le département Rhône-Alpes, on a des cas de dengue. Donc, c'est plus uniquement dans les îles lointaines maintenant. C'est chez nous. Donc, finalement, il y a peut-être des alliances à trouver, ou en tout cas une meilleure connaissance à trouver. Et puis il y en a tout plein. Moi, ma grand-mère, elle avait un truc incroyable. Elle habitait à Namur, en Belgique, dans le sud de la Belgique, et elle avait un appartement qui donnait sur la Meuse. Et je la voyais toujours regarder à travers la fenêtre la Meuse et flipper. Elle était très flippée, mais en même temps, elle était très, très fière. Je disais, mais t'as peur de quoi? T'as peur de l'eau qui monte? C'est vrai que l'été dernier, ça... Non, j'ai peur des crocodiles. Bon. Alors il est vrai que j'ai des grands-mères qui sont tombées amoureux de grand-père parce qu'il ressemblait à l'époque à Tarzan, m'a-t-on dit. Moi, je ne l'ai jamais connu en format Tarzan, mais le crocodile. Le crocodile, c'est un truc intéressant parce que aujourd'hui, en Thaïlande notamment, il y a de plus en plus de crues avec le changement climatique, et donc à chaque crue, on a notre lot de crocodiles qui envahissent les villes. Alors le crocodile, c'est aussi problématique quand il envahit les villes, bien évidemment. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est d'abord comment fonctionne le crocodile et tout. On ne va pas vous faire un truc sur le crocodile ce soir, mais c'est juste pour que vous compreniez qu'en réalité, pourquoi il y a autant de crocodiles quand il y a des crues en Thaïlande, c'est parce que le crocodile est élevé aujourd'hui en Thaïlande. Parce que le prix du porc est devenu trop élevé. Et donc on a développé la viande de crocodile, parce que finalement, dans le noir, en faisant ça avec un petit peu de sauce, ça a le même goût. Et c'est beaucoup moins cher. Et puis on peut récupérer sa peau pour faire des trucs. Et donc ils sont élevés. Et pendant le confinement, il y a certains élevages qui n'ont pas pu être approvisionnés, enfin en tout cas la marchandise délivrée. Et donc il y a notamment un éleveur comme ça qui avait, c'est pour vous donner une idée du truc, j'ai calculé, en gros vous voyez un terrain de football, vous prenez le demi-terrain de football, et puis vous déposez des crocodiles qui font 4 mètres de long sur 1 mètre de large, et vous les mettez comme des crayons dans une boîte de crayons, et puis vous les mettez devant, et puis vous les remettez encore devant. Vous remplissez le terrain de foot, et puis vous faites une deuxième couche. Et en fait, c'était cette densité de crocodiles-là qu'il y avait chez l'éleveur. Donc évidemment, comme ces élevages n'ont pas non plus des protections de grilles particulières très compliquées, ben dès qu'il y a une inondation, il y en a qui se font la malle et on les comprend, ils sont les uns sur les autres. L'autre truc, c'est les eaux à effet où vous pouvez vous faire photographier en train de nourrir un crocodile. Il y a eu un zoo qui a fermé récemment comme ça en Thaïlande parce que l'attraction principale, c'était d'aller sur un petit radeau. Ils étaient 30-40 touristes. Et ils jetaient des morceaux de barbac sanguinolents, comme ça, à 1 mètre, à des crocodiles affamés. Bon, ils ont dû fermer parce que c'est passé sur les réseaux, etc. C'est un peu dangereux. Si je vous dis ça, c'est parce que du coup, voilà, le crocodile, d'abord, il n'aurait jamais été croqué, ma grand-mère, si elle était encore là, mais il est là aujourd'hui en Thaïlande parce qu'on l'a fait venir et parce qu'on a déréglé un système. Et parfois, on le dérègle de manière surprenante. Toujours avec les crocodiles, à Porto Rico, il y a une grande réserve naturelle dans laquelle il y a des crocos, et on s'est rendu compte que les crocos étaient particulièrement agressifs. Donc on a essayé de comprendre pourquoi. Et on s'est rendu compte qu'à quelques kilomètres de là, il y avait des élevages de poissons. Poissons pour produire à manger. Hein. Le truc, ça fait des mixtures après. C'est les petits goupilles. Et en fait, les petits goupilles, ils ont un truc, c'est que... quand ils sont petits, ils ne savent pas encore trop s'ils sont des garçons ou des filles. Et puis ça se déclare plus tard. Et les garçons sont un peu plus grands que les filles. Donc qu'est-ce que les éleveurs font là-bas? Eh bien, ils leur balancent des hormones masculinisantes, les mêmes que les types qui font de l'haltérophilie prennent.
parce que du coup, ça devient des garçons, du coup, ils grandissent plus vite, et du coup, il y a plus de viande. Sauf qu'en fait, les petits goupilles, entre-temps, ils font pipi dans l'eau, le pipi, et l'eau, hop, ils se barrent dans la réserve à côté, les crocodiles le boivent, et les crocodiles prennent des hormones masculinisantes. Vous imaginez ce que ça peut produire. Donc tout ça, c'est des choses intéressantes, et donc on a d'un côté, on a les vilains, donc on en a évidemment qui viennent tout de suite, hein. Le vautour, vilain, le frelon asiatique, vilain, le ragondin, vilain, la limace, léopard, forcément vilaine parce que c'est un mélange de limace et de léopard, le crapaud buffle, terrible, 52 cm déplié, le tégénaire des maisons. Celle-là, en général, soit vous l'éclatez avec une basket, soit vous la prenez dans un mouchoir et vous la jetez dans le jardin très vite. Alors ça, c'est complètement con parce qu'en fait, elle ne survit pas dehors. C'est une araignée de maison. Et elle mange des trucs dans la maison. Alors je sais qu'il y a des répulsions à passer outre, mais ça fait partie des croyances. Dans certaines cultures, l'araignée est très bien vue. Le frelon asiatique, ben oui. Sauf qu'en fait, le frelon asiatique, on dit toujours qu'il est énorme, etc. En fait, le frelon européen est plus grand. Et moi, l'été dernier, avant de bosser sur les frelons, je ne suis pas un spécialiste des frelons, maintenant je me suis intéressé à la question avec des experts, mais l'été dernier, il y a un truc qui est rentré dans mon atelier, qui a un bruit pas possible d'hélicoptère. J'ai pris le premier bouquin qui venait parce que mon chien, je ne voulais pas qu'il le chope, et j'ai explosé contre le mur. J'ai aussi des réflexes. Et ça a fait un bruit terrible, et il a fallu que je m'y reprenne à 4 fois, parce que c'était costaud, c'était coriace, etc. Yes, un frelon asiatique. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est un frelon européen que j'ai liquidé, qui est plus grand que le frelon asiatique et qui aurait pu me donner un coup de main contre le frelon asiatique. Bref. Donc il y a tout un tas de choses comme ça. Ces serpents, le serpent jarretière, c'est plutôt aux États-Unis, enfin au Canada, quand ils font des boules de serpents, c'est des boules de serpents, ils se frottent les uns contre les autres, machin, etc. Et puis Indiana Jones, il a super peur. Les boules de serpents, en fait, ils se frottent les uns parce qu'ils sortent de la période d'hibernation et c'est comme ça qu'ils se réchauffent. Et pendant des années, sur le serpent jarretière, on a encore une fois de plus projeté nos fantasmes. Et on s'est rendu compte que, ils émettent des odeurs particulières. Il y a une femelle dans la masse de serpents, et puis elle émet des odeurs particulières, et ils se frottent tous les uns contre les autres, et puis c'est celui qui va arriver évidemment à choper la belle, qui va gagner. Et les scientifiques qui observaient ces trucs-là se sont rendus compte qu'il y avait des transsexuels dans le groupe, qu'il y avait des mâles qui imitaient les phéromones des femelles et qui du coup se frottaient contre d'autres mâles. Et on était dans les années 70 et on s'est dit « Ah mais ça c'est parce que… » Ils ont même posé un terme là-dessus, « she-male ». Aujourd'hui c'est passé dans d'autres vocabulaires. Et l'hypothèse à l'époque était de dire « Ce sont des coquins ». En fait, ils se travestissent en femmes, machin, serpent jarretière, pour pouvoir éloigner les autres mâles et pour rester les seuls à choper la fille à la fin du bal. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas du tout ça, c'est simplement parce qu'ils sont plus frêles, plus fins, et que donc, ils ont besoin qu'on les réchauffe pour survivre. Et donc, ils émettent ce truc-là pour que tout le monde leur donne un coup de main pour qu'ils aient chaud et qu'ils arrivent à survivre. Vous voyez comment on plaque des images, et chaque époque a ses images plaquées par rapport aux problématiques en cours, sur lequel on invente tout un tas de trucs. Le vautour, on l'a chassé très longtemps. Maintenant, le vautour fauve, il faut faire super gaffe, il est protégé. Et puis, il y a les gentils. Et ouais, le hérisson, si gentil. C'est vrai que c'est mignon, le hérisson. McDonald's a perdu un procès énorme contre le hérisson. Il y a une espèce de petit dessert sucré, là. Une espèce de glace un peu molle, blanche et très très sucrée. McFlurry. Et au début, McDonald's avait inventé des petits chapeaux à ce McFlurry en forme de chapeau mexicain avec un trou. Et le truc, c'est que les Anglais jetaient le pot de McFlurry dans la rue une fois qu'il avait terminé. Et le hérisson, il allait lécher la dernière goutte de McFlurry qui était dedans, et donc il se collait le chapeau mexicain sur la tête, et après, il ne pouvait plus le retirer. Et donc il avançait sans voir où il allait, et puis il tombait du trottoir, et il se faisait choper par une bagnole. Donc il y a eu plein de hérissons morts à cause du McFlurry de McDonald's, au point que les Anglais, qui sont très protectionnistes envers ce hérisson, parce que c'est une des espèces phares, avec un capital sympathie énorme,
on fait une pétition énorme, c'est remonté jusqu'à McDo aux États-Unis, et McDo a dû changer avec le design du couvercle du machin, plutôt que d'apprendre aux Anglais à mettre leur McFlurry dans la poubelle ou de ne pas en manger parce que c'est franchement dégueulasse. Donc le hérisson est un animal ambassadeur. La ville de Nantes est extrêmement fière de communiquer sur la quantité de hérissons qu'ils ont. Parce que c'est un signe, quand vous avez un hérisson, il y a 170 espèces végétales et animales qui cohabitent et qui survivent grâce ou avec ou autour du hérisson. Et c'est extrêmement mignon un hérisson, mais c'est aussi plein de parasites un hérisson. Mais bon, ça c'est un autre problème. Lui, ça va. Le merle qui chante le matin, là que vous commencez à entendre du côté de 5h du matin, 4-5h du matin à Paris, il est extrêmement sympathique parce qu'il chante bien. Et même on a une petite sympathique parce qu'au début il chante pas terrible. Il s'entraîne là, ces semaines-ci, pas extraordinaire. Dans quelques semaines, ça va être extraordinaire. Mais voilà. Lui, très sympathique. La mélite des campanules, la petite abeille, très sympathique parce qu'en plus, le mâle fait la sieste dans la campanule. Très mignon. Les lombrics sont les bio-ingénieurs de la Terre. C'est des gentils. La coccinelle, c'est l'ami du jardinier. Les mésanges, le troglodyte mignon, même son nom, je dirais mignon, adorable, il est rond, il a la queue en l'air, il chante bien, il est dans nos jardins. La bergeronnette des ruisseaux, elle fait comme ça avec sa queue. Et donc en fait, on projette tout un tas de trucs sur des animaux en les classant dans une catégorie bon et méchant. Et quand on conçoit nos aménagements, il faut faire un travail énorme, c'est ce que vous faites à l'ARB notamment, pour communiquer sur le fait qu'en fait, ils ont tous leur droit de cité dans ces lieux-là. Un des trucs particuliers, très facile comme exemple, c'est l'écureuil. L'écureuil, super mignon l'écureuil. Aux États-Unis, on lui donne des cacahuètes là, sur le bout de Battery Park, le bout de Manhattan. C'est tic et tac. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'avec le confinement, pendant un moment, on les a plus nourris. Et quand les gens sont ressortis après le confinement, il y a eu des cas d'accidents, de gens qui se sont fait agresser par des écureuils enragés qui en fait mouraient de faim parce qu'ils n'avaient plus pris l'habitude de manger par eux-mêmes. On leur avait désigné les cacahuètes, à tel point que certains oiseaux en Angleterre ont changé la forme de leur bec pour s'adapter aux graines qu'on met dans les nichoirs particuliers, qui sont des graines de compète qui viennent de production machin, qui ne sont pas les graines qu'on trouve dans la campagne. Donc ils ont un bec qui est plus gros et plus costaud pour pouvoir les casser, parce que sinon ils n'y arriveraient pas. Le petit machin qui est là, on le trouve dans la forêt de Meudon, par exemple. C'est un tamia. Et alors, j'ai peut-être des enfants ou des petits cousins ou des machins. Ah, j'ai vu un écureuil. Non, c'est pas un écureuil, c'est un tamia. Bon. En fait, ce truc-là, dans les années 70, on en a fait venir plein en France parce que c'était un animal de compagnie super sympathique. Et puis, on s'est rendu compte qu'il puait super fort et qu'il était extrêmement agressif. Donc, la plupart des familles qui avaient adopté un truc comme ça l'ont refourgué dans les forêts. Et maintenant, on en a pas mal dans les forêts franciliennes. Lui, évidemment, il pose problème. Maître Renard. Parce que les urbains l'adorent, mais dès que vous arrivez dans un territoire plus agricole ou de forêt, on le chasse en France. En Belgique, on le vaccine, parce qu'il transporte des trucs, on le vaccine, mais on s'est rendu compte qu'il rendait des services. Donc c'était plutôt pas mal. Et de dégommer des renards sur un territoire, vous n'y arrivez jamais, parce qu'avec la vitesse de reproduction et le nombre de familles dans une colonie, finalement on n'arrive pas à éliminer complètement les renards. Donc c'est un peu un leurre le truc. Alors on dit oui, mais ils mangent les œufs dans les poulaillers. Oui, mais si vous fermez bien votre poulailler, il ne rentre pas. Bon, renard. Donc les avis sont mitigés sur Zorro. Et je voulais terminer par ça, parce que finalement, ça passe par ce truc-là. Ça, c'est les Awa en Amazonie. Ils vivent avec un autre occupant des forêts. Descola explique que sur une autre tribu, les Achuars expliquent que les enfants connaissent jusqu'à 200 noms d'oiseaux différents, savent imiter leur chant, connaissent la hauteur à laquelle ils nichent, les traces et les indices qu'ils laissent dans le sol, et les saisons auxquelles on peut les rencontrer, etc. Vous imaginez 200 machins. Ça veut dire qu'en fait, ils ont une parfaite connaissance de leur environnement. Peut-être un peu moins sur les machines qui taillent les forêts maintenant, mais une parfaite connaissance de leur environnement. Et donc, ils vivent dans une forme de coexistence. Ce n'est pas de la cohabitation, c'est de la coexistence.
Ça, c'est quelques-uns, mais on en a une centaine à Paris d'espèces différentes. Et si on va sur l'île de France, on en a encore plus d'oiseaux nicheurs, uniquement nicheurs. Ce n'est pas ceux qui nichent. Euh, alors vous les reconnaissez peut-être, mais est-ce que nos enfants sont capables de les reconnaître? Est-ce qu'on est capable de voir la différence entre ces quatre-là? Et de savoir que, ah, c'est un pigeon! Mais non, pas que. Et du coup, là-dedans, il y a tout un tas de trucs différents. Il y a une tourterelle turque, mais il y a aussi la tourterelle des bois qui, elle, a été chassée longtemps, qui en pose encore tout un tas de soucis à ce niveau-là, et qui disparaît, qui est menacée d'extinction. Je termine avec ça. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous inviter finalement à essayer de... pour coexister, et pas cohabiter. Parce que cohabiter, ça veut dire que vous cherchez une réponse. Il faudrait que si vous invitez votre voisin, gentiment, il faudrait qu'il vous rende l'appareil à un moment donné, sinon il est mal poli. On est dans la cohabitation. La coexistence, c'est vous habitez le même espace et vous arrivez à ne pas vous gêner ou ne pas vous marcher sur les pieds les uns des autres et à comprendre comment faire pour éviter de vous marcher sur les pieds. Cette coexistence, elle passe par cette connaissance des Awas, des Achuars sur leur territoire, cette connaissance via des organismes comme la RB notamment, sur ce qui vous entoure et comment est-ce que c'est. Là, cette petite bestiole-là, elle est en train de tirer le pollen d'une fleur qu'on appelle les belles de nuit. Les belles de nuit, c'est l'onagre. C'est une bisannuelle, elle fait des fleurs blanches en forme de cloche. Et on s'est rendu compte il y a quelques temps maintenant, et ça c'est assez fabuleux, que ces cloches fonctionnent comme des oreilles. Je vais simplifier le truc parce que on ne fait pas un truc scientifique, mais pour que vous preniez conscience de ça, ça fonctionne un petit peu comme des oreilles. Ça fait un pavillon. Et quand l'abeille ou le pollinisateur approche, le bourdon, il va battre des ailes, c'est 3000 battements, c'est très très rapide, ce qui fait que ça crée une onde. C'est comme ce que je vous fais là, une onde là, que vous entendez pour le moment. Et cette onde, elle va frapper à 340 mètres par seconde le pavillon de la fleur. Et à ce moment-là, la fleur, elle va interpréter l'information, la vague, et elle va mettre en branle un système qui permet d'augmenter la teneur en sucre du nectar de 20%. Il lui faut le temps de butiner 3 fleurs pour y arriver. Mais ça tombe bien parce qu'elle en a fait 7 par branche. Donc les 3 premières, elles ont un goût moyen. À la 4e, waouh, le cocktail de l'amour. Et à ce moment-là, l'abeille est fidélisée. Alors pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Elle fait ça pour plusieurs raisons. Elle fait ça d'abord parce que cette onagre, elle pousse au soleil. On en retrouve sur les plages de Tel Aviv et on en retrouve là, à Montmartre, sur les fossés. Ces fleurs qui poussent au soleil, si elles étaient gorgées de nectar très sucré, le sucre développe des bactéries avec la chaleur qui vont détruire la fleur. Et donc la fleur a une durée de vie moins longue que si elle fait le sucre à la demande. Première chose. Deuxième chose, elle fait le sucre à la demande pour qu'à partir de la 4e fleur, le cocktail soit plus sucré et qu'on ait une fidélisation de l'abeille. Parce que l'abeille, en tout cas la plupart, sont des animaux collectifs qui vont travailler en groupe et qui vont indiquer aux autres où se trouvent les meilleures fleurs et donc les meilleures chances de se développer et de perdurer. Alors ça c'est fascinant, mais évidemment ça pose plein de questions. Ça pose des questions sur notre révolution du regard, notre révolution des connaissances et notre révolution des pratiques. On a parlé du zérophyto. Ces abeilles-là, elles me posent une nouvelle question, c'est le niveau sonore de nos villes qui va devenir tellement haut, qui est déjà tellement haut. On s'est rendu compte quand on était en confinement, hein, on entendait tout d'un coup des trucs qu'on n'avait jamais entendus avant. Le niveau sonore qui provoque des millions de maladies par an au niveau européen, ce niveau sonore risque un jour d'empêcher les abeilles de communiquer avec les belles de nuit. Donc ce sont tout un tas de réactions en chaîne sur la luminosité, sur le bruit,
qu'on ne voit pas forcément, qui ne sont pas des nuisances qu'on voit, mais qu'on comprend à partir du moment où on commence à regarder ces bestioles-là avec un peu plus d'empathie, peut-être. Voilà. Voilà, je m'arrête là. Merci. Au sujet des perroquets ou des perruches vertes que l'on voit beaucoup dans les jardins et les bois parisiens, et en fait de plus en plus, je voulais savoir si c'était une espèce invasive, et si qu'est-ce qu'on faisait justement contre cette invasion, et d'où elle vient. Contre cette invasion. Alors, je ne suis pas spécialiste des perruches vertes. Je pense qu'à l'ARB, vous allez pouvoir vous répondre à ça. Perruche à collier. Voilà. Beaucoup plus précisément, moi, je vais vous raconter une histoire qui est peut-être absurde. Non, mais ce qui est intéressant, c'est la question des espèces invasives, finalement. C'est un vrai débat. Hein. On aurait pu faire juste un truc là-dessus. C'est un vrai débat. Il y a des gens qui en parlent bien mieux que moi. Il semblerait, moi, ce que j'ai compris, c'est que ces perruches vertes se développent, mais ne prennent pas encore la place des autres. Il y a le mot encore. D'accord ? Tout est une question d'équilibre. On est très très nombreux. Moi, j'étais très surpris de savoir qu'on était, moi j'habite dans le 11e, on a la même densité de population dans le 11e qu'à Hong Kong. Sauf que ça ne ressemble pas à Hong Kong. Donc on est les uns sur les autres. Et toutes ces espèces-là, voilà, il y a des places qui doivent se trouver. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question sur qu'est-ce qu'on fait avec les perruches vertes, mais en tout cas la question des espèces invasives, elle est intéressante parce que c'est la même que la question des espèces nuisibles. Par exemple, le ragondin qu'on a vu tout à l'heure, c'est une espèce qu'on a importée, qui vient d'Argentine et d'Amérique du Sud. On les a importés dans les années 20 pour des questions de fourrure, parce que c'était une fourrure bon marché, et puis la mode a changé, il y a eu le crack, machin, etc., boursier. Et du coup, les élevages ont fermé, on a relâché les ragondins dans la nature. Ces ragondins se sont développés, et aujourd'hui, ils sont nuisibles. Pourquoi ? Ils sont nuisibles parce qu'en fait, ils détruisent les berges de nos rivières. Et donc, ils nous ennuient. Parce qu'ils détruisent les berges, parce que ce sont des terrassiers, les ragondins, et qui font leur nid dans le cordon, dans le sens de la berge. La berge est comme ça. Plutôt que d'aller creuser un truc comme ça, tranquille, non, il va creuser tout du long. Et donc, comme il creuse tout du long, il mange toutes les racines et les machins des plantes qui sont au-dessus, donc il érode la berge, et puis il tue toutes les plantes qui sont au-dessus, donc toutes les espèces qui pourraient s'y développer. Donc, il érode la biodiversité. Ça, c'est le discours sur la biodiversité. Mais la véritable chose, c'est qu'il détruit nos ouvrages. Voilà. Et donc, il y a tout un tas de trucs comme ça sur les espèces nuisibles qui sont vachement intéressantes parce qu'on se rend compte qu'on leur colle une étiquette de nuisible, souvent, il y a plein de cas aussi pour la diversité, mais souvent parce qu'en fait, c'est du côté de chez nous qui commence à gratter et qui commence à nous ennuyer. Et ça, c'est intéressant aussi. On peut se poser des questions. Voilà. Et invasif, il y a d'autres. On en reparlera. Est-ce qu'il y a d'autres trucs sur les perruches à collier ? En plus, elles ont un cri dégueulasse. Voilà. Si elles chantaient comme des merles, au moins, on ferait un effort, quoi. Alors maintenant, vous n'osez pas poser de questions sur les rats. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que quand vous parlez d'espèces invasives, vous parlez forcément d'espèces exotiques envahissantes ou vous parlez d'autres types d'espèces invasives ? Oui, c'est vrai que maintenant, il y a un nouveau nom. Hein, c'est espèces exotiques envahissantes. Avant, on appelait ça les espèces invasives. C'est mélangé avec les espèces nuisibles. Et puis certains ont les trois labellisations, ce qui fait qu'on peut les tirer à vue à n'importe quel moment. Et c'est pas toujours très très simple. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais du coup, effectivement, il y a les trois labellisations et quelquefois elles ont les trois sur la tête, et donc ça, c'est. Si. Ragondin, par exemple, je crois qu'il a les trois. Il a il a invasif, il a machin, il a nuisif. Enfin, on peut tout faire, on peut le liquider à n'importe quelle saison. Si je puis me permettre de rajouter, effectivement, comme tu disais, la sémantique est très importante. Et c'est vrai que nous, à l'ARB, on travaille énormément
Et on ne parle pas de tout ça, et on parle plutôt de voyageuses, justement, pour avoir un autre regard sur ça. Et l'excuse de la compétition de la biodiversité entre elles, c'est tout un discours même de scientifiques et de naturalistes qui s'opposent en permanence de plus en plus maintenant, et heureusement. Donc oui, certaines espèces posent problème dans des espaces insulaires, à des endroits où on veut garder un milieu, comme garder une prairie ouverte ou ce genre de choses. Mais sinon, il faut vraiment qu'on change notre sémantique, qu'on arrête d'utiliser des termes qui sont vraiment très liés à l'espèce humaine, à ses relations avec le reste, invasive, invasion dominante, la perruche. Voilà, elle est là, elle va trouver sa niche. La nature nous a toujours prouvé qu'à un moment donné, ça arrive, ça stagne, ça trouve la niche écologique et ça redescend, et ainsi de suite. Alors oui, il y a énormément de perturbations liées à l'IOM, donc on essaie toujours de réparer ce qu'on a. Voilà, mais c'est vrai que sinon, la nature entre elles, elle trouve toujours un équilibre. Oui, tu as raison de dire qu'il y a toujours un climax, et puis en général, après, ça redescend. Il y a une courbe de descente. Je pense notamment parce que des fois, on fait des trucs, on en invite certains pour régler des problèmes qu'on pourrait avoir. Je pense au crapaud buffle qu'on a fait venir en Jamaïque, parce qu'on avait des cultures de canne à sucre. Et les cultures de canne à sucre étaient ravagées par des rats. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à liquider ces rats? Et dans les années, je ne sais plus quoi, 50, et donc ils avaient trouvé un truc, ils avaient trouvé que au Brésil, ils protégeaient les cultures de canne à sucre des rats par des gros crapauds, les crapauds buffles. Mais ils n'y sont pas arrivés tout de suite. Ils ont commencé par se rendre compte qu'il y avait des fourmis qui étaient très agressives, les fourmis de feu, qui tirent des trucs, des missiles, machin. Et donc ils ont fait venir ces fourmis de feu depuis l'Amérique du Sud, sur la Jamaïque, pour faire des tas, pour essayer de chasser les rats. Bon, ça n'a pas marché, mais les fourmis de feu ont mis le beans dans tout un tas d'autres insectes sur place. Puis ils se sont dit, bon, ça ne marche pas, alors on va faire venir plutôt des furets. Parce que c'était des Anglais qui étaient en colonie à ce moment-là, et que la chasse au lapin, là-bas, ça se faisait au furet, et donc entre un lapin et un rat, bon. Donc ils se sont dit, le furet, ça doit marcher, donc ils ont fait venir les furets. Les furets, ils ont tenu 3 semaines, ils ont tous été bouffés par les serpents locaux. Alors ils se sont dit, ah merde, il y a des serpents, donc ça ne marche pas, donc on va faire venir autre chose. Et ils ont fait venir des mangoustes. Vous savez, la mangouste, c'est le ninja anti-serpent de Jakarta. Donc ils ont fait venir un gang de mangoustes ninja de Jakarta. Et les mangoustes ont fait une terreur là-bas, et ils ont liquidé plein de choses. Et ils ont liquidé des rats. Et en fait, ils ont liquidé, je ne sais plus, je crois que c'était les rats d'Amérique qu'ils ont liquidés. Et par contre, il y a 2 autres sortes de rats. Il y a le surmulot et le rat noir, je crois, de mémoire. Il y en a un des 2 qui a appris à grimper aux arbres pour se protéger. Et du coup, lui, il a mangé tous les œufs des oiseaux. Et l'autre, il s'est rendu compte que le gang des mangoustes, ils attaquaient le jour, et que s'ils changeaient leurs horaires et qu'ils sortaient la nuit, le gang des mangoustes était tranquille. Et donc, ils sont devenus nocturnes. Et ils ont attaqué d'autres animaux. Donc ça ne marchait pas. Donc ils ont fini par faire venir le crapaud buffle. Le crapaud buffle n'a jamais fonctionné non plus. Et quelques années plus tard, l'Australie a eu le même problème. Elle a dit, ah mais je me souviens, le crapaud buffle ça marchait, on le fait venir. Et donc ils ont fait venir le crapaud buffle. Mais ce coup-ci, c'était pour un insecte qui ravageait les mêmes cultures. Sauf que cet insecte, il pond ses larves, ses machins à 1 mètre de hauteur. Et le crapaud buffle, il fait 52 cm, certes, mais il est gros. Donc il n'arrivera jamais à sauter jusqu'à 1 mètre de hauteur pour choper la larve. Donc en fait, il ne s'est pas du tout intéressé à cet insecte-là. Il a mangé plein d'autres trucs, même des bébés lézards et des machins comme ça. Et aujourd'hui, il s'est vachement développé. On en a dans toutes les villes en Australie de plus en plus de ces crapauds buffles. Et c'est une invasion terrible. Mais aujourd'hui, on se rend compte, alors on se dit, c'est une catastrophe. On se rend compte qu'il est devenu cannibale et qu'il bouffe même ses petits. Donc on dit, c'est affreux, le crapaud buffle, déjà il a une sale tête, en plus. Mais en fait, c'est parce qu'on est en train d'arriver au pic, et il est en train de se réguler. Il auto-mange ses populations. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un truc comme ça, et c'est des discours qui sont un peu tendancieux. Bonsoir, merci pour cette présentation très poétique. Moi, je suis plus
plus dans la pratique, je suis architecte et je me confronte au quotidien pour la sensibilisation, on va dire, quelque part. Donc dans votre présentation, il y a au final, moi j'ai besoin d'outils, on va dire. Vous avez dit d'utiliser plutôt le mot coexistence au lieu de cohabiter. Ça me paraît une idée intéressante. Je vais essayer de réfléchir dessus. Est-ce que vous avez des idées pour simples pour quand on est dans la ville et qu'on travaille ou qu'on a une activité associative, comment faire pour ne pas rentrer en conflit tout de suite avec le gang des anti-moustiques et des anti-rats et des etc., pour apaiser et pour aider à cette idée de coexistence sans tomber dans le conflit et bon, voilà. Moi, je pense qu'on a un outil qui est enfin, le premier, à mon avis, le premier outil important, c'est celui de la connaissance. C'est-à-dire de considérer, alors j'étais étonné parce qu'il y a quelques années, l'Ordre des architectes avait fait un colloque, un séminaire, je ne sais pas comment on appelle ça, une conversation, pour nous dire, voilà, les futurs architectes de demain vont travailler sur les bâtiments qui existent déjà. Et de moins en moins de jeunes architectes, de vieux, auront des commandes sur des nouveaux bâtiments. Ce seront des bâtiments qui existent et qui seront réhabilités. Et donc, c'est pas faux, et donc le discours disait, voilà, c'est une révolution dans le monde des architectes parce qu'on va devoir travailler sur de l'existant. Et ça, pour un paysagiste ou pour un naturaliste, c'est un non-sens parce qu'en réalité, il n'y a pas de page blanche. Et quand en architecture, on utilise le plein et le vide, hein, voilà, le vide est en réalité un plein biologique. Il fourmille de vie. Pas de la vie humaine, forcément, mais il fourmille de vie. Alors, on a évolué un petit peu sur la question de la friche. Maintenant, elle est bien vue, elle est tendance. Mais par exemple, les milieux des anciennes carrières qu'on a en Île-de-France sont des milieux avec des sols qui sont assez pauvres, qu'on dit assez pauvres. C'est même dans le vocabulaire. Hein. Un sol pauvre, c'est un sol voilà, pas très riche, pas très fertile. Mais ça veut dire qu'il y a là, s'est développé une faune et une flore hyper spécifiques, hyper spécialisées et hyper intéressantes. Mais on dit c'est un sol pauvre, ça ressemble à un décor de western, donc ça va faire un super projet immobilier. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut évoluer, c'est avec un meilleur travail avec des scientifiques, avec des experts, avec des gens qui connaissent ce genre de trucs du terrain et qui peuvent en parler et qui peuvent arriver à faire comprendre que, par exemple, dans certaines de ces carrières, on a des orchidées fabuleuses, qu'on a des crapauds dont le papa s'occupe des œufs ils pondent dans des, comment ça s'appelle, enfin, après ils s'en occupent, dans les traces que font les engins de chantier, par exemple, oui, les ornières. Et quand vous imaginez le truc, un engin de chantier qui passe, crac, 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 il fait un trou, il pleut, il y a un tout petit peu d'eau, paf, c'est l'endroit idéal pour aller protéger les petits. Ben, c'est quand même très très fragile. Et donc il y a tout un tas de choses comme ça, je pense à mon avis, c'est la première arme, c'est le premier outil, c'est la question de la connaissance. C'est se dire qu'on part d'un déjà là. Et qu'avant d'aménager, il faut déjà ménager ce qui est là. Alors, on bosse avec les étudiants sur ces questions-là. C'est fascinant de leur dire, voilà, vous devez mettre un cube utile de 600 mètres cubes à cet endroit-là. Mais en fait, pendant 3 semaines avant, on a regardé ce qui habitait là, l'oiseau, la grenouille, le machin, le truc. Et après, ils arrivent au bout de 3 semaines, ils disent, on doit mettre Comment ? Parce que finalement, on fait toujours de l'ombre sur quelqu'un, on développe le sol d'un autre, mais un sanglier, quand il fait une souille, il détruit tout un tas d'écosystèmes pour en créer un autre aussi. Donc c'est intéressant de comprendre ces dynamiques-là. Et donc je pense que c'est la question de la connaissance. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais je pense que ça, c'est vraiment une clé. C'est de faire attention et essayer de travailler sur, mais ça c'est un gros boulot, c'est essayer de travailler sur cette division qu'on a tendance à faire entre les vilains et les super-héros, quoi. Moi je me demandais ce qu'on pouvait faire de ce qu'on considère quand même comme des parasites, comme les punaises de lit, les cafards, les poux. Parce que je suis pas sûre que ça s'autorégule. Non, c'est une saloperie ça. Mais là aussi c'est intéressant parce que la punaise de lit par exemple, elle pointe plein de trucs. Elle fait pas non plus le tri entre
entre une population chic et propre ou une population machin, pas chic et pas propre, elle est partout. Et c'est intéressant parce que ça pointe justement une certaine ubérisation. On ne va pas donner leur nom, mais de Paris notamment, ou de Lyon, enfin des grandes villes. Et ça pointe aussi ça pointe aussi plein de trucs, ça pointe aussi la question du recyclage, ça pointe aussi, enfin, tout un tas de choses intéressantes. On a eu une voisine qui avait eu des punaises de lit et c'était terrible parce que vous avez tous connu des gens qui ont eu des punaises de lit, vous en avez peut-être déjà eu aussi. Et c'est vrai que psychologiquement, ça attaque fort aussi. Les gens deviennent dingues avec ça et on comprend. J'ai du bol toujours dans le bois de ne pas en avoir. Et en travaillant là-dessus, moi, je vous raconte même pas comment le mâle il fait des femelles, enfin il fait des œufs à la femelle, c'est affreux. Il a une espèce de sexe en forme de sabre, il tape dans son dos, il en balance partout, c'est terrible. En travaillant là-dessus, je me suis rendu compte que maintenant il y avait une alliance possible avec les chiens. Vous savez ça? Les chiens qui peuvent repérer les punaises de lit. Vous ne connaissez pas ça? Parce que jusque-là, on balançait un produit affreux, machin, partout. Et on s'est rendu compte que le produit affreux, c'était quand même le seul truc qui fonctionnait. Alors, il y avait un autre truc qui fonctionnait que les grands-mères connaissaient en Hongrie, je crois, il y a des années, qui était qu'autour des lits des voyageurs, elles mettaient des branches et des feuillages de haricots. Parce que les branches et les feuilles de haricots, il y a des petites pointes comme ça, des espèces de petits harpons microscopiques, et qu'en fait, les punaises de lit, quand elles se baladent dessus, elles se plantent les pattes dans les harpons et elles restent accrochées. Bon, mais il faut la feuille de haricot au bon moment. Maintenant, avec Airbnb, c'est plus compliqué. Donc, voilà. Donc, les ingénieurs sont en train de bosser sur une matière qui représente exactement les mêmes pointes que le haricot pour faire des tapis autour des lits, etc. Mais on n'est pas encore arrivé à la même degré de perfection que les haricots. Donc en attendant ça, il faut continuer à utiliser ces produits terribles qui peuvent tuer votre chat. Maintenant, on essaye de cibler l'intervention. Et donc on utilise des chiens. Et c'est des chiens renifleurs comme ceux qui savent renifler le cancer, comme ceux qui savent renifler la Covid, ou comme ceux qui savent renifler les... Et donc on a eu dans l'immeuble un toutou comme ça, et génial. Il parlait allemand et il avait été élevé aux États-Unis. Et ils étaient très très fiers les deux. Et en fait, ils m'expliquaient un truc complètement dingue, parce qu'ils étaient très connus visiblement. Ils allaient notamment dans les grands hôtels parisiens, parce que les grands hôtels parisiens sont aussi parfois infestés. Mais quand c'est le cas, on n'ose pas le dire. Vous imaginez bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le couple qui ont un look quand même très particulier. Tout d'un coup, ils se mettaient sur leur 31. Et ils venaient comme des clients avec le chien. Et donc, le chien devait être un épagnol, je crois, un épagnol français, un truc très très beau, une espèce de picard comme ça avec des poils un peu bleutés. Et c'est la grande classe. Et en fait, c'était pour aller chasser les trucs. Parce que n'importe quel kleps un peu entraîné a un flair incroyable. Et donc maintenant, c'est peut-être une piste, une alliance intéressante avec les chiens pour cibler exactement. Non, mais vous avez raison, il y a plein de trucs qui sont aussi dangereux dans les villes. Vous parlez des rats. Voilà, dans certaines villes, nous on a du bol avec les pipistrelles, mais c'est vrai qu'à Hong Kong, ils ont d'autres types de chauves-souris qui sont des réservoirs de virus. Donc c'est toute une question d'équilibre qui n'est pas évidente. Et comme je disais tout à l'heure avec le monsieur qui courait tout nu à Berlin, en fait la situation nous échappe la plupart du temps. Donc on pense bien faire et puis ça nous échappe. Parce que la nature va plus vite pour inventer des trucs. Il n'y a qu'à voir les mutations de certains virus. Ouah, je ne vais pas terminer là-dessus, c'est affreux. Moi, c'est une question au sujet de ces boutiques qui prolifèrent dans le 11e en particulier, qui tuent les parasites. Vous avez vu ces images où on voit même des rats, des pigeons. Vous voyez ces boutiques Ah oui, bien sûr, je vois. Oui, je vois. Ils sont censés vendre des produits. Oui. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Je suis surpris parce que souvent dans ces boutiques, il y a une fouine qui est naturalisée. Et en réalité, si vous regardez bien, c'est pas une fouine, c'est un furet. Ça veut dire que c'est une espèce qui a été adoptée par nous, montée pour faire des trucs et des machins. Donc déjà, il y a une méconnaissance au départ au système. Enfin, de toute façon, c'est toujours la même chose. Hein. C'est cette guerre
En plus, c'est plein de trucs. Ce que je vous disais tout à l'heure pour les punaises de lit, la particule, enfin le machin qui est utilisé, c'est quelque chose qui peut tuer les chats de manière très simple, parce que ça travaille directement sur le cerveau. Donc oui, c'est très puissant tous ces machins-là. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être moyen de trouver d'autres pistes. Alors, et surtout sur certaines bestioles, c'est des croyances. Par exemple, la fouine, dont on parlait tout à l'heure. La fouine, on me dit, ah oui, j'ai entendu tout à l'heure avec les étudiants. La fouine, elle mange les câbles des voitures. C'est vrai. Mais est-ce qu'on sait pourquoi? C'est pas pour nous ennuyer, pour nous empêcher d'aller au boulot. C'est juste parce qu'en fait, on s'est rendu compte récemment que les câbles utilisés pour l'électricité du système de voiture est enrobé de quelque chose qui a un parfum, et ce parfum est exactement le même parfum que les fouines utilisent pour marquer leur territoire. Donc quand la fouine découvre une voiture avec des câbles comme ça, elle pense que c'est une autre fouine qui est là et qui a marqué son territoire. Donc elle détruit le câble pour prendre le territoire du câble de la voiture. Donc c'est pas pour nous ennuyer. Et tout ça, c'est des choses parce qu'on les connaît mal finalement. Il y a un projet génial à Paris qui s'appelle Armageddon sur les rats, pour mieux connaître les rats, parce qu'on les connaît très très mal. On a plein d'idées reçues là-dessus, sur ce que ça transporte comme bestiole, alors qu'on sait maintenant que les rats sont capables de rire. C'est des animaux qui sont capables de rire. Si vous les chatouillez, ils rigolent. Quand ils jouent ensemble, ils rigolent. Et qu'ils sont capables de cartographier le monde à travers la caresse de leur peau. C'est comme ça qu'ils retrouvent leur chemin dans un labyrinthe. Il y a des trucs fascinants sur les animaux qu'on commence seulement à connaître, parce qu'il y a encore quelques années, on pensait que les animaux étaient bêtes et que nous, on était les génies et qu'on était les seuls doués d'intelligence. On s'est rendu compte aujourd'hui que les termites ont des rituels funéraires. Bon. Alors, ça n'empêche que quand elles attaquent votre maison en bois, ça fait de la gueule. Mais elles ont voilà. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on comprend seulement conscience, et c'est un univers qui n'a pas de fin. Enfin, si, en fait, et c'est ça le problème, c'est qu'on va tellement vite pour le détruire qu'il y a plein d'informations qu'on est en train de perdre définitivement parce qu'on les laisse passer. Oula, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Juste pour vous dire que sur le site de l'Agence régionale de la biodiversité, il y a plein de ressources. Vous avez parlé des espèces exotiques envahissantes, on a des notes sur les abeilles, on a des notes sur renaturer la ville, comment désimperméabiliser, on a des guides pratiques, on propose des formations dont certaines sont gratuites. Donc si vous n'avez pas eu ce soir toutes les réponses à vos nombreuses questions, n'hésitez pas à aller sur notre site qui fourmille d'informations. Voilà, merci à tous, à bientôt.